L'année 2020 qui sera toujours associée au coronavirus, dans ce journal, on se replonge dans cette année exceptionnelle avec notre rétrospective en santé, retour sur une année de crise sanitaire dans quelques instants. Droit de la santé dans un contexte de crise sanitaire, thème central de la commémoration de la Journée internationale des droits humains au Burkina Faso. L'attention se focalise sur les droits des personnes vulnérables à la santé, les précisions dans ce journal. Et puis la force Barkhane au Mali, de nouveau mortellement frappée. 2 soldats français ont été tués ce samedi. Une actualité que nous développerons en fin d'édition. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre. Mais pour ouvrir ce journal, aujourd'hui 3 janvier 2021, le Burkina Faso commémore le 55e anniversaire du soulèvement populaire qui a renversé le régime du premier président de la Haute-Volta, Maurice Yameogo. Élu président en 1965 avec 99,97% des voix, Maurice Yameogo faisait face à de nombreuses revendications syndicales. En plus de la mauvaise gouvernance dénoncée par les syndicats, le régime d'alors avait pris des mesures d'austérité économique, ce qui pousse les syndicats à lancer plusieurs mots d'ordre de grève. La situation devient alors tendue dans le pays, surtout avec l'interdiction des réunions syndicales et la suppression du droit de grève. Le 3 janvier 1966, près de 50 000 manifestants provoquent la chute du pouvoir de Maurice Yameogo et le colonel Sangoulé Lamizana hérite du pouvoir qu'il va gérer pendant 14 ans. Cela dit, une étrange maladie en Chine qui devient une pandémie mondiale avec plus d'1 million de décès, confinement et quarantaine, fermeture des lieux de culte et des marchés, des mesures barrières qui imposent une distanciation physique qui change les rapports sociaux. Le Burkina Faso n'est pas en marge de la crise sanitaire. Une année marquée par le coronavirus, c'est notre rétrospective santé proposée par Maïmouna Traoré. Aura été une année éprouvante pour le système sanitaire burkinabé. C'est le 9 mars que le pays enregistre officiellement ses 2 premiers cas de Covid-19. Le Burkina Faso devient ainsi le 4e pays d'Afrique de l'Ouest à être touché après le Nigeria, le Sénégal et le Togo. Très vite, les 2 patients sont mis en quarantaine au centre hospitalier de Tengango pour limiter la propagation de la maladie. Mais le ver est déjà dans le fruit. Ainsi, le 15 mars, le pays enregistre 20 personnes testées positives au Covid-19. La situation devient préoccupante. Le gouvernement prend alors des mesures drastiques dès le 16 mars. Fermeture des établissements scolaires, suspension des liaisons terrestres et aériennes à l'exception du fret, couvre-feu de 19h à 5h du matin, fermeture des marchés, bars, restaurants, lieux de culte, restriction des rassemblements et du transport public, déclaration de l'état d'alerte sanitaire, mise en quarantaine des villes touchées. Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Boromo, Dédougou. Le premier décès est notifié par les services de santé le 18 mars. La maladie à coronavirus met le système sanitaire burkinabé à rude épreuve. Pour faire face à la pandémie, un plan de riposte d'un coût de plus de 9 milliards de francs CFA est élaboré. Un plan qui prend en compte la surveillance des points d'entrée, les équipes d'intervention rapide, le système de surveillance épidémiologique, le laboratoire et le diagnostic, la prévention et le contrôle des infections, ainsi que la gestion des cas. La décision de faire recours à la chloroquine est prise. Le pays se donne alors les moyens de produire la paracétamol et la chloroquine sur place. La contribution des chercheurs est plus que jamais attendue. Dans son adresse à la nation, le président du Faso appelle à la solidarité. Un appel entendu car les dons n'ont pas tardé à venir. Des pays amis du Burkina, des partenaires, des structures publiques et privées, des particuliers apportent leur soutien. Vous pourrez suivre une soirée spécialement dédiée à la rétrospective de l'année 2020 tout de suite après ce journal. Et nous retrouvons Ruth Bini-Ouattara depuis le studio production pour nous dire un mot sur la soirée spéciale qu'elle animera à l'issue de ce journal. Donc bonsoir Ruth, quel est le menu de cette soirée? Alors bonsoir à tous, Marguerite Douagneau. Dans quelques instants, à 21h précisément,
Nous serons en direct, comme vous l'avez dit, pour la rétrospective de l'année 2020. C'est une tradition désormais établie. Plusieurs aspects de l'actualité seront abordés et analysés par des invités de choix et des journalistes choisis à propos. Il y aura de la politique, de l'agriculture, de la santé, de l'économie, la sécurité également. Bref, tout ou presque sera abordé. Et pour ceux qui ont pu rater en tout cas quelques éléments d'information au cours de l'année, vous pourrez rattraper ce déficit-là au cours de la rétrospective de la RTB ce soir. Et puis, bien sûr, je serai accompagnée par Foussé Nikindo pour ces 90 minutes d'antenne. La musique sera aussi au rendez-vous pour rendre tout ceci assez léger et digeste. Rendez-vous donc tout à l'heure à 21h. Oui, rendez-vous tout à l'heure à partir de 21h. Nous poursuivons ce journal, la lutte contre le coronavirus qui est toujours de rigueur avec la nouvelle vague de contamination qui commande le respect strict des gestes barrières pour éviter la propagation de la maladie. En fin décembre dernier, la caravane de sensibilisation initiée par le ministère en charge de la communication et le cabinet d'études Wékré a sillonné les quartiers de la ville de Ouagadougou pour appeler aux populations le respect des mesures barrières. Nous suivons le compte-rendu du top de départ de la caravane avec Célassina Ouattara et Vincent Kendrevego. Le ministère en charge de la communication et le cabinet d'études Wékré sur le front de la lutte contre la maladie à coronavirus. Il lance ce matin une caravane de sensibilisation pour stopper la propagation de la maladie. Il s'agit pour nous de porter le message et le vrai message à l'endroit de la population. Aujourd'hui, vous le savez, il est admis que l'une des mesures les plus probantes pour lutter contre cette maladie, c'est bien sûr les mesures barrières. Et ces mesures barrières-là ne peuvent pas être appliquées tant qu'elles ne sont pas expliquées et comprises par les populations. Ne peuvent pas être expliquées aux populations, comprises par elles, qui décident en toute connaissance de cause de les appliquer. Cette caravane sillonnera toute la ville de Ouagadougou avec des animateurs déployés sur le terrain pour des séances de sensibilisation. Nous avons estimé que nous avons aussi une partition à jouer, c'est-à-dire en tant que structure qui peut aider aussi à la sensibilisation. Et d'autre part, nous croyons aussi qu'au stade actuel, la sensibilisation sur le Covid interpelle tout un chacun. La maladie à coronavirus est toujours d'actualité au Burkina Faso. Et le comité sectoriel de la communication et ses partenaires appellent donc la population à se protéger en tout temps et à tout lieu contre les risques de contamination. Et dans ce contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, comment préserver le droit de la santé, notamment les droits des personnes vulnérables? C'est la commémoration de la 72e Journée internationale des droits humains qui sert de cadre pour la réflexion à Waïkuya, qui accueille donc la célébration en différé de la journée au Burkina Faso ce 30 décembre. Le compte-rendu de Zoénabo Solenga et Abdoul Rasmanezongo. Comment œuvrer pour la préservation du droit de la santé dans un contexte de crise sanitaire? C'est sous cette thématique nationale que le Burkina Faso célèbre en différé, ce 30 décembre 2020 à Waïguya, la Journée internationale des droits humains. Il est question de réfléchir sur la préservation des droits humains en général et ceux relatifs à la santé en particulier. Aussi, il y a la protection des personnes vulnérables, les personnes déplacées internes et la riposte ou la stratégie de lutte contre le Covid-19. Le choix de Waïkuya tient au fait que c'est une région qui connaît aussi bien des défis sécuritaires avec plus de 74 000 déplacés internes, mais aussi des défis sanitaires. Donc il s'agit pour nous, en menant l'activité ici, donc de réfléchir certes sur la situation nationale en lien avec la pandémie, mais aussi de mobiliser les acteurs autour donc de cette question. Échanges, panels de communication vont rythmer cet atelier de 24 heures, dont l'une des attentes fortes reste la formulation de recommandations à même de protéger les droits de l'homme et ceux des personnes en difficulté. Et nous parlons développement à la base dans ce journal avec la Todin et Bagaré.
Dans le Passoré, sacré commune d'or 2020, à Gourcy, le 30 décembre dernier, le rendez-vous des acteurs du développement local a dévoilé les lauréats du concours d'excellence en matière de gouvernance locale. Le dénouement final du concours avec Constantin Ouedraogo et Moussaki. Bagaré et Latoudin. Ces deux communes de la région du Nord prennent ici la première place du concours commune d'or 2020. Elles obtiennent un trophée, un ordinateur, une imprimante, une attestation et un chèque d'1 million de francs CFA. Oui, nous sommes totalement satisfaits parce que cette activité est venue renforcer les liens de fraternité entre ces deux communes. On n'a pas atteint l'objectif escompté qui était de réaliser 400 latrines. Nous avons au total 138 pour les deux communes, mais cela est dû à des facteurs du Covid-19. La deuxième place est occupée par la commune de Siglé dans le centre-ouest et la commune de Tikaou dans le nord est classée 3e. Ces deux communes ont reçu chacune un trophée, un ordinateur, une attestation et une imprimante. La compétition est organisée par AMR, Association Monde Rurale, et elle est à sa 3e édition. Il faut, par des initiatives, amener les gens à prendre conscience que le développement, c'est avant tout leur propre affaire. Et l'initiation de l'excellence commune d'or vise justement à récompenser ou à faire en sorte qu'il y ait des initiatives qui prennent en compte les besoins et les préoccupations des populations. Ce n'est pas forcément pour pouvoir classer une commune par rapport à nous, mais c'est aussi l'occasion pour les communes de partager l'expérience des autres. La commune d'or 2020 a enregistré 8 nominés au départ. Elle est ouverte aux communes des régions du Nord, du Centre-Nord, du Centre-Ouest et du Centre-Est, zone d'intervention de l'association AMR. Elle est accompagnée par des partenaires, dont Diaconia. Et puis cette préoccupation évoquée à Bobo Dioulasso, celle de l'accès de la presse privée à la subvention, à elle dédiée, une source de préoccupation donc pour ces médias privés qui souvent ont des difficultés pour y accéder. D'où la réflexion initiée à SIA sur l'amélioration de l'accès à ce fonds d'un montant de 400 millions de francs CFA. Précision, Lamine Karantao Ismaël, Saturne Paris. C'est un atelier de réflexion sur l'amélioration des conditions d'accès des médias de la région des Hauts-Bassins au fonds d'appui à la presse privée. Il est porté par la direction régionale de la communication. Il s'agira pour ces professionnels de médias d'échanger sur comment faire pour mieux bénéficier de ce fonds. Il y a moins d'organes qui arrivent à avoir l'appui ou même le prêt qui est donné par le fonds d'appui à la presse privée. Donc aujourd'hui, la réflexion est autour de ça. C'est le cadre que nous avons créé pour que ces deux structures se rencontrent pour échanger sur la difficulté, les problèmes que rencontrent les responsables de médias privés dans les localités. Les responsables de presse privée des Hauts-Bassins disent attendre beaucoup de cet atelier. Et vu les enjeux liés à la question du financement des médias, cette rencontre vient à point nommé. Nous allons poser les problèmes réels pour permettre effectivement à ce qu'il y ait des particularités pour permettre aux organes de presse de la région non seulement de bénéficier du fonds, de la subvention, mais de bénéficier aussi des crédits qu'offre le fonds d'appui à la presse privée. Le fonds d'appui à la presse privée est doté d'une enveloppe financière de 400 millions de francs CFA. Un fonds dont la mission principale est d'apporter un appui technique et financier au profit des organes de presse privée du Burkina. Le vent de l'entrepreneuriat qui souffle au Burkina Faso, l'expertise des consultants est plus qu'une nécessité pour accompagner les promoteurs de projets d'entreprise. La Maison de l'entreprise du Burkina Faso répond à ce besoin en mettant à la disposition du secteur privé une vingtaine de consultants indépendants pour donner des conseils avisés. La sortie de la deuxième promotion du programme de certification au métier de consultant en présence de Gérard Sommet et Sekou Zongo. 23 lauréats dans les domaines d'ingénierie du conseil, de diagnostic d'entreprise, de montage des plans d'affaires, de marketing de services, entre autres, sont aptes à servir la nation burkinabé. Après 6 mois de formation, la deuxième promotion de consultants certifiés de la Maison de l'entreprise du Burkina Faso, officiellement sur le marché du développement. Les formateurs performants est très pertinent. Voilà, aujourd'hui le résultat est là.
Donc nous sommes aptes et prêts à servir notre nation. Et le salaire seul ne suffit pas. Donc il faut ajouter d'autres choses à ce qu'on a. Une main-d'œuvre qualifiée au service de tous les Burkinabés, à laquelle le parrain souhaite une exploitation judicieuse du potentiel acquis. Ils ont acquis des bagages intellectuels pour être des consultants professionnels. Et je voudrais leur demander d'honorer les formateurs, d'honorer l'image de la maison de l'entreprise en délivrant des services de qualité aux entreprises qui en ont besoin. En matière de développement des affaires, les entreprises ont besoin des personnes ressources, des techniciens pour les accompagner dans leur développement. Et la maison de l'entreprise a voulu donc marquer sa volonté d'accompagner le développement des entreprises en mettant à leur disposition des consultants qui sont des experts dans le métier d'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans leur développement. Ces lauréats, appelés consultants indépendants, repartent dotés de grandes compétences et de capacités à exercer selon la direction de la maison de l'entreprise du Burkina. Elle donne rendez-vous à l'année prochaine pour la 3e promotion. Et puis du social dans ce journal avec ce repas de Noël avec les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Créateurs de mode et mannequins ont voulu ce moment de partage pour donner sourire aux mineurs et aux femmes. À la Mako, cela se passe en présence de Gérard Sommé et Sekou Zongo. Créateurs de mode, mannequins du Burkina et femmes détenues de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou en communion autour d'un repas. Une œuvre de charité qui vise à apporter de la joie à ces femmes et mineurs détenus de la Mako. Ce repas communautaire entre dans le cadre des festivités de fin d'année et précisément la fête de Noël. Nous sommes venus leur apporter notre soutien, leur dire qu'elles ne sont pas seules dans cette situation. C'est vrai que nous sommes des gens de la mode, mais nous ne sommes pas dans le nuage. À la 4e édition de la célébration de la mode en Champagne, nous avons pensé qu'il était bien de lever une petite quantité de fonds pour venir servir ce repas de Noël. Et les gens pensent qu'ils sont unis et puis ils viennent vraiment avec les mains chargées, viennent offrir des repas dans la dynamique vraiment de leur faire vivre une Noël joyeuse. Nous ne pouvons que dire merci et puis souhaiter vraiment que les gens puissent vraiment embrasser ce pas. C'est qu'il y a pas mal de groupes qui viennent en soutien aux pensionnaires. Le repas n'est pas le seul moment de communion entre créateurs de mode, mannequins et femmes détenues. Les initiateurs de cette journée à la Mako administrent à ces détenus une leçon de pas de défilé. Une actualité agricole à présent avec le projet de promotion des techniques d'agriculture durable et sécurisation foncière qui aura permis de renforcer la résilience de 800 producteurs, des producteurs qui comprennent désormais la nécessité de sécuriser leurs exploitations et d'acquérir de nouvelles technologies pour faire face au changement climatique. C'est ce qui ressort du bilan fait à Bobo Dioulasso en fin d'année, nous confie Karim Sissi. Le projet de promotion des techniques d'agriculture durable et de sécurisation foncière est à son terme après 2 années de mise en œuvre. Et aujourd'hui, il est question pour les premiers responsables des différentes structures chargées de l'exécution du dit projet de faire un bilan. Au dit de ces derniers, les acquis engrangés sur le terrain sont réconfortants malgré quelques difficultés rencontrées. Globalement, nous pouvons être satisfaits des résultats auxquels nous sommes parvenus, parce que globalement, il était prévu que nous réalisions un certain nombre d'activités, notamment pour ce qui est du volet sécurisation foncière, dont nous avions au niveau du GRAF la charge. Il était prévu, entre autres, que nous puissions mettre en place des cellules d'interpellation citoyenne, c'est-à-dire un mécanisme de suivi citoyen de la gouvernance foncière qui devrait contribuer à améliorer significativement la gouvernance foncière au niveau de nos 3 communes d'intervention. Et cela a été fait. Le projet de promotion des techniques d'agriculture durable et de sécurisation foncière a été exécuté de décembre 2018 à décembre 2020. Les communes bénéficiaires sont celles de Lumila, de Bougri et de Manque-Théodo. Le projet a permis de toucher 859 producteurs agricoles directs. Ce projet était vraiment une introduction pour nous, pour vraiment
travailler davantage sur ces questions d'agroécologie. Et nous pensons qu'à l'avenir, Oxfam va mettre beaucoup plus l'accent sur le travail sur l'agroécologie et bien sûr sur la sécurisation foncière. On ne peut pas travailler sur l'agroécologie si le terrain sur lequel on travaille là n'est pas sécurisé. L'effectivité du projet de promotion des techniques d'agriculture durable et de sécurisation foncière est l'œuvre de la coopération belge. Son coût de financement s'élève à une centaine de millions de francs CFA. Culture et tradition maintenant avec les populations de Manega qui répondent à l'appel de leur chef, le Naba Panantouri, pour traduire à Dieu et aux âmes des ancêtres reconnaissance et gratitude pour la protection et la bonne pluviométrie au cours de l'année écoulée. Le Nabasga est l'occasion pour le chef de Manega, en la personne de Maître Titenga Frédéric Passéré, d'appeler ces sujets à l'unité et au vivre ensemble. La fête coutumière suivie de bout en bout par Kwalenepié et Isia Kanana. Une journée au cœur de la tradition Mwaga. Nous sommes à la fête coutumière du Naba Panantouri, chef de Manega. Le Nabaska ou la fête des récoltes, un jour de réjouissance populaire et de rites traditionnels qui se perpétue d'année en année et de génération en génération. Par cette célébration donc, Naba Panantouri rend hommage aux ancêtres pour la bonne saison agricole dans son royaume. Il leur offre ainsi les fruits de la récolte, tout en implorant également auprès d'eux quiétude, bonheur et paix pour toute sa population. Et c'est sous le sceau de la paix et de la cohésion sociale que Naba Panantouri place cette année ce Nabaska. C'est pour cela que vous avez vu les peuples qui sont venus ce matin, qui ont dansé et tout. Pour moi, les Massés disent ce nom-là même pas qui s'ayake. L'homme qui s'aime lui-même ne désespère pas son voisin. C'est au sens large. Celui qui aide la religion traditionnelle, il ne doit pas détester la religion musulmane, la religion catholique et tout. C'est interdit. La fête du Nabaska annonce par ailleurs la consommation de nouvelles récoltes. Et à ce rendez-vous annuel, autorités administratives, politiques, parents, amis ou simples anonymes, ils sont tous là pour témoigner leur reconnaissance et leur amitié au chef de Manega. Le message, c'est de souhaiter bonne année, bonne fête de Basga et puis qu'ils puissent être là encore longtemps et pour les communautés, pour accompagner les services techniques, pour accompagner l'administration, à ce que les populations continuent de vivre ensemble, à ce que, en tout cas, nous puissions également tirer dans les pratiques endogènes pour prévenir et gérer les conflits et puis promouvoir le vivre ensemble. Mon message est qu'il consolide ce qu'il a déjà fait acquérir. La capitalisation des biens culturels, qu'on consolide ça à travers le musée, à travers le MA, à travers ces organisations périodiques, mais surtout à travers la mobilisation humaine, les citoyens qui font donc couronne à lui et qui le consolident ça. La paix et le vivre ensemble sont le socle de tout développement harmonieux durable, foi de Naba Panantouri, tout en appelant les populations à s'abreuver à la source de richesses traditionnelles. Il les exhorte par ailleurs à cultiver des valeurs de tolérance pour faire du Burkina Faso un havre de paix. Et la culture au service de la promotion de la participation citoyenne des jeunes dans la gouvernance et le développement des communautés, le concours de slam et plaidoirie autour de l'engagement citoyen des jeunes organisé par l'ONG Children Believe dans le cadre de son projet Combib sur Kwese donne pour vainqueur Franck Ismaël Iriga. Gérard Sommet, Vincent Kendrebego pour les détails. Sur une même scène, des jeunes rivalisent de verbes et de talents dans l'art oratoire. Sur la même tribune, deux groupes rivalisent en matière de plaidoirie. Il s'agit de la finale du concours de plaidoirie et de slam. Au résultat, c'est Franck Iriga qui arrive en tête comme meilleur slammer. Il remporte un trophée et 75 000 francs CFA. En plaidoirie, c'est l'équipe de l'université Thomas Sankara qui est vainqueur devant celle de l'université Saint-Thomas d'Aquin. Elle gagne un trophée plus de 100 000 francs CFA. C'est un sentiment qui m'anime de patriotisme, de loyauté, d'intégrité.
Et voilà, c'est ce que j'ai voulu partager à travers des vers et des mots et à travers la verve en fait. Et je suis très content et très heureux d'avoir gagné ce prix et j'en tiendrai compte pour ce qui vient. Hors du débat, bien sûr, effectivement, il faut que la jeunesse s'attable et commence à apprendre plus avant de vouloir s'insérer dans la vie politique active. Ce concours de plaidoirie et de slam est organisé par l'ONG Children Believe avec l'appui financier de l'Union européenne. Objectif, promouvoir la participation citoyenne des jeunes dans la gouvernance et le développement de leur communauté. Les jeunes ne sont pas réellement impliqués dans les différents processus de développement. Donc ça vise tout simplement à redynamiser cette participation citoyenne au sein de la population jeune. Et la finale de ce soir est le couronnement de cette activité que nous avons lancée. L'engouement était de taille et cela démontre vraiment de l'intérêt de la jeunesse pour les différentes activités. Et c'est la satisfaction pour les organisateurs de ce concours, un concours qui a mobilisé la jeunesse estudiantine. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition en 2021. Et hors de chez nous, au Mali, 2 soldats français ont été tués ce 2 janvier dans la zone de Manéka. Leur véhicule a été visé par un engin explosif. La force anti-djihadiste française Barkhane a été de nouveau mortellement frappée au Mali. 2 soldats français ont été tués et un 3e blessé samedi dans le nord-est du pays dans une attaque à l'engin explosif. La ministre française des Armées Florence Parly leur a rendu hommage. L'une des 2 victimes est une femme, la première de l'armée française à être tuée au Sahel depuis l'intervention Serval de 2013. Ces 2 décès portent à 50 le nombre de soldats français tués dans la région depuis le début des opérations anti-djihadistes. Lundi dernier, 3 militaires français avaient été tués dans une attaque revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Sahel. Ces attaques mortelles surviennent alors que la France envisage une réduction des effectifs de la force Barkhane et se dit ouverte à des négociations avec des groupes sahéliens, à l'exception des directions d'Al-Qaïda et du groupe État islamique. L'opération militaire qui s'étend sur 5 pays revendique la neutralisation de dizaines de djihadistes ces dernières semaines. Et puis au Niger, une attaque djihadiste dans 2 villages ce samedi a fait au moins 100 morts. Toutes seraient parties de la neutralisation de 2 djihadistes par les villageois organisés en autodéfense. Les djihadistes sont venus en renfort pour affronter la population. Les forces spéciales nigériennes ont été déployées dans cette zone frontalière avec le Mali. Et dans l'actualité Covid-19 en Europe, couvre-feu et confinement continuent de s'étendre, même si les vaccins commencent à être administrés. La crise sanitaire n'a pas encore dit son dernier mot. Il va falloir rentrer chez soi 2 heures plus tôt. Dans les 15 départements français les plus touchés par l'épidémie de coronavirus, le couvre-feu a été avancé ce samedi à 18h au lieu de 20h dans le reste du pays. Une mesure qui concerne près de 6 millions de Français et qui fait débat dans les zones concernées. Je pense que c'était un mal nécessaire. Vous le savez comme moi, le taux d'incidence à Nice est très élevé, donc raisonnablement ça va permettre de faire baisser, on espère, ce taux d'incidence pour reprendre une vie un peu plus normale. Je ne vois pas trop ce que ça va changer et à mon avis ça va être une contrainte supplémentaire pour les gens qui quittent le travail. Ils ne vont pas pouvoir aller faire les courses, donc ils vont se retrouver tous le week-end à aller faire les courses en même temps. Ça va être une aberration pour moi. En Italie, mauvaise nouvelle pour les amateurs de ski. Les stations de sport d'hiver ne rouvriront pas avant le 18 janvier, alors que la date du 7 janvier avait été annoncée dans un premier temps. Les autorités surveillent de près l'évolution de l'épidémie dans le pays le plus endeuillé d'Europe. Au Royaume-Uni, les hôpitaux se préparent activement à recevoir un nombre important de malades du Covid, alors que le pays fait face à une flambée de nouveaux cas, dus notamment à la nouvelle variante du virus. Les espoirs reposent désormais sur la vaccination et nombre de pays ont déjà lancé d'importantes campagnes. Israël mène la course avec 12% de sa population déjà vaccinée, soit près de 1 million de personnes. Au total, 9,8 millions de personnes ont déjà été vaccinées à travers le monde. Et c'est la fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous.
N'oubliez pas votre rendez-vous de 21h pour la soirée spéciale rétrospective de l'année 2020 sur votre chaîne nationale. Excellente soirée à tous alors.